Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Bienvenue à tous, vous êtes au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité socio-politique sur Soleil FM, et vous avez parfaitement raison de nous retrouver pour ce 120e numéro. La voix quelque peu altérée, mais nous sommes bien là, bien présents. Virgile Arouansé aussi, lui qui m'a soufflé avoir passé d'excellents congés, et il nous a rejoint dans une forme pétillante pour de nouvelles aventures radiophoniques. Virgile, bonjour. Bonjour, Wilfried Adou, il faut le faire. Bienvenue, Virgile. Alors, vous êtes revenu avec un invité qu'on n'aura aucune difficulté à présenter, puisque c'est un personnage public, Michel Komlan-Sobossi. Bonjour. Bonjour, monsieur le général. Alors, la cinquantaine révolue, ingénieur des eaux, forêts et chasse, spécialiste en aménagement et gestion participative des ressources naturelles. Vous avez occupé de multiples fonctions dans les instances de décision des centres régionaux pour la promotion agricole, CERPA. Proche collaborateur de Boni Yayi un temps, FC2 par définition, vous aviez travaillé à son élection puis à sa réélection avant d'assumer des charges de ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Vers la fin du double mandat du docteur Yayi, vous lui avez tourné le dos pour sauter dans les bras de Sébastien Germain-Javon, candidat à la présidentielle de 2016. C'est à juste titre que certains vous qualifient d'un repenti du yaïsme. Alors, Michel Sobossi, merci quand même d'être venu partager avec nous vos analyses, vos commentaires et explications sur l'actualité nationale, et sans plus d'autres formalités, nous allons partir dans le vif du sujet. Virgile, Michel Sobossi, Boni Yayi, ce fut 10 ans d'une gestion controversée, applaudie par les uns et vertement critiquée par les autres. Maintenant que cette page est tournée, et avec le recul, quelle appréciation globale faites-vous du double mandat de votre ancien leader charismatique, comme cela se disait à l'époque? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite de venir parler avec vous ce matin de ces questions-là, et profiter pour saluer les auditeurs de Soleil FM pour l'écoute attentive par rapport aux informations de notre pays, et vous féliciter également pour tout le travail que vous faites. Je voudrais faire un petit rectificatif par rapport à la présentation que vous venez de faire de moi. Je voudrais d'abord signaler que je n'ai pas travaillé à l'élection, à la réélection avant de devenir ministre. J'ai travaillé à l'élection, c'est vrai. J'ai commencé à travailler aux côtés du Dr Boni Yayi depuis 2005, avant qu'il ne soit candidat. Donc, je n'étais pas celui-là qui est venu parce qu'il est devenu président de la République. Parce que vraiment, je croyais en l'homme. Je savais qu'avec lui, on pouvait assurer le développement du Bénin. Donc, effectivement, en 2010... Cette précision est importante, c'est une affaire de chronologie. Exactement. D'accord. Mais ensuite, en 2010, j'ai été appelé au gouvernement. Donc, j'étais ministre du gouvernement quand nous avions travaillé à sa réélection. C'est vrai, il faut avouer. D'abord, je suis membre de la coordination nationale. J'étais membre de la coordination nationale des forces corrues pour un Bénin émergent, FCB. Et naturellement, nous tenons des réunions, que ce soit en coordination ou que ce soit avec le président lui-même. Et on ne manquait pas de signaler un certain nombre de dysfonctionnements qu'on voyait venir. Mais malheureusement, vous savez, le premier responsable peut-être a des informations que vous n'avez pas, ou pense aussi parfois faire à sa tête. Donc ce n'est pas à l'approche de l'élection présidentielle de 2016 que Michel Sobossi a quitté Yayi Boni. Si vous vous rappelez, il y a eu un mouvement qui était né, le mouvement pour un sursaut patriotique. C'était le 4 octobre 2014. Dans le siège du président de l'Assemblée nationale, avec le professeur Mathurin Kofi-Nago. Et à cette occasion, et à cette occasion, effectivement, nous avons dit, nous nous sommes trompés, nous avons trompé le peuple, nous demandons pardon. Et avant d'en arriver là, c'est que nous avons essayé beaucoup de choses.
pour que les choses se corrigent. Mais malheureusement, on n'était pas entendu. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui vous reprochaient à l'époque, M. Sogboussi, d'être venu faire cette déclaration tout simplement dans la perspective de l'élection présidentielle de 2016, non? Non, justement. Vous savez, moi je salue encore cette sortie du 4 octobre 2014 parce que avant le 4 octobre 2014, le pays était dans une psychose terrible où personne n'osait lever la voix pour parler, mais tout le monde savait qu'on allait de mal en pire. Il fallait bien un groupe qui sorte, qui puisse libérer la parole pour que les gens puissent reprendre la parole et dire vraiment ce qu'il a dit. Et nous sommes fiers d'avoir été les précurseurs. Bien évidemment, il y avait quelques personnalités, mais pas des groupes bien formés, mais il y avait des personnalités quand même qui parlaient de temps en temps, et nous, on est fiers d'avoir fait ça. Alors, compris, pour revenir à ça, oui. Pour revenir maintenant à la question qui m'est posée, je crois que vous comprenez avec moi que naturellement le second régime ou le second mandat de Yahi Boni était un mandat de trop. Le premier mandat encore était quelque chose d'un peu acceptable. Certains ont dit que c'était un accident de parcours. Vous partagez cette le second mandat? Non, le premier. Déjà, l'avènement de Boni Yahi à la tête du pays, ce fut un accident de parcours pour beaucoup de personnes. Enfin, c'est l'opinion qui est partagée par quelques-uns. Nous avons entendu dans les médias. Vous savez, moi je ne dirais pas exactement comme ça. Mais je pense à cette époque-là, c'était lui l'homme de la situation. Beaucoup de Béninois pensaient vraiment que c'était lui l'homme de la situation et qui pouvait nous aider à sortir de notre ornière. Donc c'est le second mandat qui était de trop. Le second mandat était vraiment de trop. Mais est-ce que vous n'êtes pas une contradiction vous-même, Michel Sogboussi, lorsque vous avez affirmé tantôt que vous avez œuvré donc à son avènement pour le second mandat, vous avez œuvré à... Non, je vous ai dit, le premier mandat pour nous, c'est vrai, il y avait quelques couacs, mais au moins quand même, on sentait une certaine avancée. Mais le second mandat, naturellement, quand vous êtes dans un régime, vous travaillez. Ce n'est pas au premier coup que vous claquez la porte. Nous avons travaillé à faire avancer les choses, à faire en sorte que le président Yahi Boni comprenne qu'il faut une certaine direction pour que les Béninois se sentent à l'aise. Mais malheureusement, nous n'avons pas été compris. Mais ça, c'est après la réélection en 2011. Et je crois que le chaos que nous avons offert au président Boni Yahi par le suffrage universel était un peu comme des ailes qu'il a prises et il a commencé par planer au-dessus de tout le monde. On dit aussi que ce chaos n'était pas catholique. Non, non, moi je ne suis pas d'accord avec... Il était de quelle religion? moi je ne peux pas dire que ce chaos n'était pas catholique, puisque j'y ai contribué. Ce qui s'était passé en réalité en 2011, je peux vous dire, le chaos d'une manière ou d'une autre était un chaos propre. Ah oui? Oui, il était un chaos propre. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça aussi, c'est un sujet controversé, vous le savez très bien. Alors, on va pas s'étendre sur du lait renversé. Et la question que j'avais posée, c'était de savoir quelle appréciation globale vous faites avec le recul sur ce que fut ce double mandat de Boni Yahi à la tête de notre pays. Est-ce que le pays s'en est sorti grandi? Est-ce que nous avons progressé ou pas? Ou on aurait dû s'en passer? Je l'ai dit tantôt, nous, on aurait pu se passer du second mandat. D'accord. Mais le premier mandat, pour moi, quand même, a apporté des choses. On aurait pu se passer du second mandat. C'est au cours du second mandat, vraiment, que nous sommes allés véritablement décrescendo. Et ça fait voir que notre pays a beaucoup reculé. Très bien. Alors, tout compte fait, on vous a retrouvé du côté du roi de la volaille pour la présidentielle de 2016. Jusque-là, on n'a pas compris pourquoi vous avez plutôt choisi d'aller soutenir Sébastien Adjavon, dont on connaît les démêlés avec le régime du docteur Yahi Boni, plutôt que Lionel Zinsou, qu'il a nommé comme son candidat. Non, si vous m'avez bien suivi, j'ai dit, depuis le 4 octobre 2014, déjà, nous avions rompu les amarres avec le docteur Boni Yahi. Alors pour nous, il n'était pas question de soutenir un candidat que le docteur Boni Yahi soutenait ou qu'il a présenté. Mais il pouvait proposer quelqu'un de bien. Je continue ma proposition. J'ai travaillé aux côtés du docteur Boni Yahi, je le connais. Je sais que ce n'est pas l'homme à se laisser faire. C'est quelqu'un qui impose toujours ce qu'il pense. Quand bien même vous estimez qu'il n'a pas raison et que vous lui dites, monsieur le président, vous n'avez pas raison, il ne sait pas entendre. Ce témoignage est très important, Vigile. Vous savez pourquoi? Parce que très rarement nous avons eu des retours de ce qui se passe en Conseil des ministres. Maintenant que nous avons dans un studio un ancien ministre, il va peut-être nous confirmer ou nous infirmer un certain nombre de choses. Boni Yahi n'aimait pas souffrir de contradictions. Non, du tout.
paraît qu'en Conseil des ministres, quand vous vous retrouviez et que le président arrive avec son opinion sur les sujets à débattre, il donne sa position et puis après, il donne la parole à tout le monde et tout le monde applaudit pour dire oui, monsieur le président, vous avez raison. Est-ce que c'est non, ça fonctionnait? Ce n'est pas que tout le monde a applaudi. Même si vous prenez la parole, vous dites le contraire de ce qu'il a pensé, quand vous tournez, vous revenez toujours à la décision de ce qu'il a pensé. Donc les gens n'applaudissent pas pour applaudir, puisque en réalité dans ce gouvernement, en tout cas, moi j'ai fait le gouvernement de 2010 à 2011 et je sais qu'il y avait quand même des valeurs dans ce gouvernement. Il y avait des gens quand même qui pensaient vraiment qu'il faut travailler à développer le pays. Mais que valent les valeurs, si je peux ils ne sont pas capables de faire valoir leurs opinions. Ce que j'ai reproché personnellement, c'est que on aurait pu faire mieux. On aurait vraiment pu faire mieux. Mais malheureusement, le président pensait qu'il détenait la vérité dans tous les domaines. Un jour, je vous fais une confession, je suis allé jusqu'à lui dire, monsieur le président de la République, j'ai passé 27 ans au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avant que vous ne me nommiez ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et de mes 27 ans, j'ai été pendant 7 ans directeur général du CEPA Monokufo, donc dirigeant l'agriculture dans une région du pays. Donc, vous avez beau être docteur en économie, vous ne pouvez pas mieux connaître l'agriculture béninoise que moi. Il n'était pas docteur en agriculture. Non, il n'était pas docteur en agriculture. Alors donc, et ça, je vous l'ai dit. Alors, je l'ai dit devant le président Patrice Talon. Aujourd'hui, on était à 3. Chez lui, à Kadieng. Que fut sa réaction? Non, justement, il n'était pas content. Mais on a blagué, j'ai cru qu'on a blagué, mais en réalité, j'ai compris qu'il n'était pas content. Puisque dans la suite, j'ai senti le comportement. Les représailles. Oui, j'ai senti le comportement. Donc, c'est vous dire que ce n'était pas parce qu'on était capable de faire des choses, mais parce que vraiment, on n'avait pas la liberté de nos expressions. Autrement dit, le seul obstacle, le grand obstacle, s'appelait Boniaï. Le poisson pourrit par la tête. Et le docteur Boniaï, vraiment, n'avait pas permis que les gens l'aident à diriger le pays de façon efficace, qui lui permet d'avoir vraiment des résultats. Il croyait tout savoir. Certains estiment, Michel Sogbosi, que les décisions que vous preniez à l'époque, dont on nous rendait compte avec beaucoup d'emphase sur le média de service public, n'étaient pas la décision parfois du Conseil des ministres, mais c'était des décisions de Boniaï. Est-ce que c'est vrai ça? Non, il y a des décisions quand même que le Conseil des ministres prenait, surtout quand ça n'avait pas d'enjeu majeur. Mais je ne vous dis pas. Il y a par exemple des décisions que on dit que le Conseil prenait, mais que nous, ministres, on suivait à la radio ou à la télé comme tout le monde. Ah, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après il y avait un conseil restreint, ou c'était Boniaï lui-même le seul conseil militaire ministre. Enfin, votre candidat, revenons aux dernières élections, votre candidat éliminé de justesse au premier tour a soutenu Patrice Talon, devenu président de la République. Au lendemain de la formation du gouvernement, une polémique est née du fait que les partisans et soutiens de Sébastien Adiavon n'auraient pas été suffisamment remerciés, en tout cas, pas à la hauteur de l'investissement physique, moins encore des promesses. Comment appréhendez-vous d'abord cette polémique? Comment appréhendez-vous ce gouvernement? Quelle lecture en faites-vous, Michel Sogbosi? Je voudrais rappeler qu'avant d'aller au président Sébastien Germain Adiavon, nous avons créé les Forces démocratiques unies, qui est une alliance, l'Alliance des Forces démocratiques unies, en février 2015. Et c'est avec cette alliance que nous sommes allés aux élections législatives de 2015 et aux élections communales de 2015. Donc c'est en tant qu'alliance que nous avons choisi d'aller vers le président Germain Sébastien Adiavon. Et avant même de faire ce choix, nous avons décidé de rencontrer un certain nombre de candidats, dont même le président Patrice Talon et Sébastien Adiavon. Et justement, après les rencontres, l'Alliance a décidé d'aller vers le président Sébastien Germain Adiavon. Maintenant, pour revenir à la question, nous avons travaillé effectivement au premier tour avec le président Germain Sébastien Adiavon. Et au second tour, nous sommes allés vers le président Talon, que nous avons soutenu véritablement. Nous avons mouillé le maillot. Et le président Talon nous a prévenu, avant même la formation du gouvernement, que ce n'est pas un gouvernement de remerciement. Donc, par conséquent, on pouvait s'attendre à ce que tous ceux qui ont travaillé avec le président Germain Sébastien Adiavon ne puissent pas prétendre aller au gouvernement. Mais je dis, il n'y a pas que le gouvernement dans un pays. Il y a beaucoup d'autres choses à travers lesquelles nous pouvons toujours contribuer au développement de notre pays. Donc cette polémique n'était pas nécessaire. À mon avis, ce n'était pas nécessaire. En plus, vous avez parlé de gouvernement de remerciement. Il y a quand même une polémique à ce sujet. Est-ce que, à votre lecture, à la lecture de la composition du gouvernement, on n'est pas vraiment allé au remerciement?
Vous savez, le président Talon, d'après le gouvernement qui est sorti, la lecture que je fais c'est ici. Ceux qui ont été candidats et qui ont eu un certain suffrage ont droit à un certain nombre de portefeuilles. Je prends par exemple Abla Biotchane, il a eu un ministère. Je prends le ministre d'État Koupaki Irénée Pascal, il a eu un ministère. Je prends le président Jamel Adjavon, il a eu 3 ministères. Donc, et ensuite, maintenant, il y a les gens qui ont travaillé avec le président Talon depuis le premier tour. Alors, ce que je voudrais dire aux Béninois, c'est ceci. C'est pas parce qu'on a fait de la politique qu'on n'est plus compétent. On peut être compétent et être homme politique à la fois. Mais ce qui est souvent dangereux, c'est que une fois que les gens rentrent au gouvernement, ils pensent parce que je suis devenu ministre, je deviens homme politique. Ça, ce n'est pas la même chose. C'est ce qu'on a vu ces 10 dernières années. Et oui, justement, malheureusement, avec Yahi Boni. Tous les ministres étaient devenus des chefs de partis politiques. Nous lui avons reproché plusieurs fois. C'est lui qui vous demandait d'aller créer des partis politiques? Non. Comme je vous ai dit, moi, je ne commence pas à travailler pour son élection depuis 2005. Ça veut dire que je n'ai pas attendu de devenir ministre pour devenir homme politique. Donc, j'étais déjà homme politique. Donc, par conséquent, Yahi ne peut pas me demander d'aller créer un parti politique encore qu'aujourd'hui. Mais vous envoyez dans des activités politiques. Il envoyait des collègues. L'animation de la vie politique, Vigile Avancette. Oui, des explications des choix du gouvernement. Les fameuses tournées gouvernementales. Exactement. C'était les fameuses tournées gouvernementales. Je crois qu'on en viendra. Lorsque on prend les dossiers coton où tous les ministres devenaient ministres de l'agriculture dans leur région. Et du coton. Et du coton notamment. Alors je dis, ça fait partie des erreurs du président Yahi Boni. C'est vrai, il croyait qu'avec ça amplifie son populisme, sa popularité, mais je crois que ça l'a beaucoup plus desservi. Oui, mais Michel Sogossi avait belle langue pour aller expliquer aux populations du Mono du Koufou, tout ça. Moi, j'étais ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. J'étais dans mon rôle. J'étais dans mon rôle d'aller parler de coton, que ce soit dans le Monokoufou, dans le Borgo Alibori, dans la Takora. Vous parlez aussi de l'école, vous parlez de ceci. Tout le monde dans ce gouvernement était compétent pour parler de tout. Tout le monde est ministre de la Santé, tout le monde est ministre des Affaires étrangères, par exemple. Tout le monde pouvait parler du coton, des intrants agricoles, des herbicides, des pesticides et tout ça. C'était un vrai bazar. Et puis il y avait des conseillers techniques qui étaient aussi des porte-parole du gouvernement. C'était un méli-mélo incroyable, Michel Sogossi. Véritablement, je suis d'accord avec vous. Je partage votre avis. Mais je vous assure que ce n'est pas tout le monde qui était d'accord que ça se passe comme ça. Revenons à la nouvelle équipe, l'équipe gouvernementale en place aujourd'hui. Parlant donc des 3 ministres de Sébastien Germain à Adjavon, vous avez compris est-ce que vous avez compris ce choix-là de ces ministres? Beaucoup attendaient des acteurs politiques, entre autres parmi ceux qu'il aurait envoyés, qu'il enverrait au gouvernement. Non, le président Germain Sébastien Adjavon a eu 3 ministères et il a décidé des choix qu'il a opérés. Et moi, je crois que je n'ai pas à commenter ça autrement. Vous êtes un acteur politique? Oui, je suis un acteur politique. Enfin, si on en fait une lecture politique, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec ça, certains ont estimé que ce n'était pas assez bien récompensé. C'était des parfaits inconnus. C'était des parfaits inconnus qui n'avaient pas forcément été visibles au cours de la campagne, qu'on ne les avait pas vus. Se débattre aux côtés du président Germain Adjavon. Est-ce que tout ça était juste? Est-ce que ça vous a traversé vous-même déjà? Moi, je peux vous parler de ce que je connais. Il y a 2 ministres des 3 que je ne connaissais pas. Le ministre de l'enseignement secondaire, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas également la ministre de la communication, de l'économie numérique, je ne la connaissais pas. Mais je connaissais au moins le ministre Koudandé Delphin, l'actuel ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et je sais évidemment, vous êtes de la maison. Oui, et je sais qu'au cours de la campagne, il a beaucoup mouillé le maillot pour le président Germain Sébastien Adjavon. Mais les autres, je ne les connaissais pas, donc je ne savais pas ce qu'ils ont pu faire. Le grand rendez-vous. Alors, Michel Sogossi, le gouvernement s'est immédiatement mis au travail. Ses premières décisions ont été à la fois applaudies et critiquées. Et 1 mois après, quels effets vous fait cette série de suspensions, de suppressions, d'interdictions et d'annulations? Oui, je vous remercie, mais je voudrais d'abord dire, le président Talon a parlé de rupture et de nouveau départ. Il faut que les gens se remettent dans le contexte de ces thèmes. Quand on parle de rupture, ça veut dire c'est d'avec un ordre établi. Et ce qui, pour ne pas rappeler le fameux thème
qu'on a galvaudé aux gens, le changement, c'est une situation de changement. La rupture et le changement, c'est du même au même. Ça veut dire, c'est synonyme, ça veut dire la même chose. Si nous prenons littéralement la littérature, alors, qui dit changement, dit rupture avec quelque chose. Donc, le président Talon a promis de faire la rupture avec ce qui s'est passé il y a ces 10 dernières années. La rupture avec le changement. Oui, la rupture avec le changement. Il veut rompre avec le changement. Avec le changement. Oui, d'accord. Alors, naturellement, ça ne peut que faire grincer des dents. Et vous avez suivi aussi, de façon un peu maladroite, les dernières décisions prises par le gouvernement Yahi. Moi, je crois que il pouvait s'en passer. Parce que ce n'est pas bon. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Le président de la République, le docteur président Yahi Boni, était président jusqu'au 5 avril à 0 heure. Oui. Donc il pouvait continuer à prendre des décisions. Oui, suivant les tests, il est président. Oui, suivant les tests. Il est président jusqu'au 5 avril 2016. Mais il y a des décisions. Même si vous êtes simple responsable autant que vous êtes ici maintenant, si vous travaillez jusqu'à une certaine période, vous savez que d'ici à là, je vais partir. Vous ne prenez plus de décisions qui engagent l'avenir de la radio. Donc, vous pouvez liquider les affaires courantes, comme on le dit. Non, c'est pas exactement comme ça. Hein. La radio, ça continue. Bon, donc, oui, la radio continue. Alors, c'est différent du ministère. Donc ici, vous préparez des papiers pour votre remplaçant qui doit faire le flash ou bien le bulletin de 15 heures. Vous préparez les papiers et tout ça. Il vient, il présente. Dans un gouvernement ou enfin à la présidence de la République aussi, il pourrait faire la même chose puisque le pays ne s'arrête pas. Non, le pays ne s'arrête pas, mais le pays ne s'arrête pas. Je donne un exemple. Le docteur Boni Yahi a dirigé le pays pendant 10 ans. Pourquoi vous estimez qu'il faut attendre le mois de mars ou d'avril 2016 pour prendre un décret qui octroie des indemnités aux directeurs de cabinet, aux secrétaires généraux des ministères, aux directeurs adjoints de cabinet, aux secrétaires généraux adjoints de cabinet, avec effet rétroactif sur 10 ans. Généralement, je ne réponds pas aux questions, mais je pourrais vous apporter... Non, c'est pour vous dire. En réalité, c'est que pendant 10 ans, il a oublié. Ah non, c'est ça justement. C'est pour vous dire qu'il y a des décisions, même si vous aviez oublié en tant que responsable, vous aurez pu ne plus revenir dessus et dire, bon, je devrais, puisque en réalité, en tant qu'humain, vous ne pouvez pas tout faire aussi dans la vie. Donc, il faut reconnaître vos limites et dire, bon, je n'ai pas pu faire ça là jusqu'à cette période, mais maintenant là, je ne peux plus faire parce que si je fais, on va me prêter des intentions. Je vais vous donner aussi un petit exemple. Oui, allez-y. J'ai voulu nommer un coordonnateur de projet pendant que j'étais ministre. La nomination devait intervenir lundi. Et je l'appelle pour discuter avec lui sur un point précis avant de prendre l'arrêté. Et il m'a dit, je suis en voyage. Celui que vous devez nommer. Il m'a dit, je suis en voyage. J'ai dit, bon, à ton retour, il faut me voir. Il m'a dit, je rentre. Il était au courant que vous alliez le nommer? Si. D'accord. Et il m'a dit, je rentre le samedi. Il dit, bon, samedi, viens me voir, passe me voir à la maison avant de rentrer chez toi. Parce que je veux m'assurer de ce dont je voulais m'assurer avant de prendre l'arrêté. Alors, le vendredi qui a suivi, on m'a débarqué du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intéressé n'était même plus arrivé avant que je ne sois débarqué du gouvernement. Mais il m'a été proposé par mes collaborateurs de prendre un arrêté d'antidaté. J'ai dit, je ne fais pas ça. Parce que pour moi, ma signature m'est très chère. J'ai dit, bon, il n'a pas pu... Le pauvre en voyage, il n'a pas pu se faire nommer. Il n'a pas pu se faire nommer. Bon, si le ministre qui va venir, je vais présenter la situation. S'il est d'accord, s'il voit les choses de la même manière que moi, il va prendre l'arrêté. Sinon, il fera autrement. Effectivement, quand j'ai passé service, j'ai rendu compte j'ai passé le service au ministre qui m'a remplacé. Je lui ai dit, bon, il y a telle situation en instance. J'aurais pu prendre l'arrêté depuis une semaine. Enfin, depuis la semaine passée, je n'ai pas pu le faire. Mais maintenant, je ne peux plus le faire. Je pense que vous pourriez faire comme ça. Ça pourrait faire avancer le projet. Et il l'a fait? Non, il ne l'a pas fait. Bon, évidemment. Il n'a pas fait. Lui aussi avait ses hommes. Il avait ses hommes à positionner. C'est toujours comme ça fonctionne chez nous. Alors, quelle appréciation générale faites-vous des premiers pas de ce gouvernement, de la rupture? Je vous propose une grille de notation, des pas rassurants, inquiétants, peu convaincants ou trop tôt pour juger. Qu'est-ce que vous choisissez? Oui, non, je crois que le gouvernement du président Patrice Talon a posé des actes qui, pour moi, sont des actes effectivement de début de mandat. Je crois que il est trop tôt pour commencer, pour dire c'est bon ou ce n'est pas bon. Mais je crois qu'il y a des actions qui sont posées qui, ma foi, ont rencontré mon assentiment. Par exemple,
si je prends les concours frauduleux. Je crois que tous les Béninois étaient d'avis qu'il faut faire quelque chose. Et justement, voilà des dossiers brûlants sur lesquels le docteur Boni Yayi aurait pu se prononcer avant de partir, mais il a laissé traîner. Il a laissé traîner parce que il estime que ça arrangeait des gens autour de lui. Oui, mais son silence laissait penser qu'il a cautionné il a cautionné. Il a véritablement cautionné. Sinon, que ça n'allait pas. Il y avait quand même de vives protestations de toutes parts. Les gens qui appelaient à annuler ce concours. Le minimum aurait été que le gouvernement en dise un mot, mais ce gouvernement n'a rien dit. Mais si vous avez vu, et c'est comme de coutume, lorsque vous faites mal, vous êtes primé. Le ministre qui a organisé ce concours a été fait ministre d'État après, quelques jours avant la fin du mandat. Donc c'est une prime à ce travail-là qui est fait. Comme je ne vous dirai pas aussi, je ne vous rappellerai pas que celle qui avait fait un concours aussi, qui a même été annulée, a été promu ambassadeur. Ce qui a fait dire à notre doyen, Jérôme Carlos, que la République du Bénin ne reconnaît que le mérite de ses fils qui déconnent. Mais voilà. Exactement. Et c'était malheureux. C'était vraiment malheureux parce que pour le développement d'un pays, on ne pouvait pas faire comme ça. Oui, mais est-ce que c'était une exagération dans la faute à la fin du mandat? Est-ce que cela avait dit à court de cette manière-là quand vous avez été au gouvernement? Non, il faut avouer que quand j'avais, comme je l'ai dit, le premier mandat, quand même, les choses ont semblé aller un peu bien. Moi, j'ai fait le premier mandat, puisque nous avons fait le chaos en 2011. On était 30 ministres accompagnés de Dr Boni Yayi aux élections de 2011, mais il a renvoyé 25. Sur les 30. Au lendemain oui, après la victoire. Ah oui, après la victoire. Il a renvoyé. Comment est-ce que vous comprenez ça? Oui, justement. En ce moment, j'avoue que je n'avais pas compris. On cherchait les logiques qui étaient derrière ça, mais on n'avait rien compris. Mais c'est avec le temps que nous avons compris. Ou que moi, j'ai pu comprendre ce que j'ai compris. Je crois que le docteur Boni Yayi avait fait ça parce qu'il voyait déjà un troisième mandat. Il fallait préparer un troisième mandat. Puisque lorsque nous sommes allés aux élections en 2011, j'ai dit on a fait chaos, ça veut dire qu'on n'a pas été obligé d'aller à un second tour. Alors ça veut dire qu'on n'a pas été obligé de solliciter d'autres forces pour nous appuyer pour devenir président. Mais dès qu'on a fini, l'AEB était rentré au gouvernement, souvenez-vous. L'AEB, le président Léali Soglo était le directeur de campagne de Ngwedi. Mais ça n'a pas empêché que Yayi Boni fasse rentrer l'AEB au gouvernement. À quoi obéissaient toutes ces logiques que personne connaît? C'est justement ça. C'était par rapport à 2016. C'était par rapport à 2016. Et par rapport à la possibilité de réviser la Constitution pour se terniser au pouvoir. Mais en quoi est-ce que vous, si vous étiez resté au gouvernement, en quoi vous auriez pu empêcher Boni Yayi de réviser la Constitution? Non, vous savez, qu'on soit au gouvernement, qu'on ne soit pas au gouvernement, c'est clair qu'on a des convictions. La preuve, ce n'est pas tous ceux qui se sont battus contre cette révision de la Constitution qui étaient au gouvernement. Et il y a des gens qui n'étaient pas au gouvernement, mais qui se sont battus contre cette révision de la Constitution. Parce qu'on trouvait que ce n'était pas bien. Encore que le déroulement du mandat n'était pas un bon déroulement. Le président Yayi Boni, visiblement, ne faisait plus bien les choses. Donc, par conséquent, le bout des 5 ans était devenu trop long même pour que les Béninois puissent se débarrasser de lui. Il était obsédé par son troisième mandat, de sorte qu'il ne s'occupait même plus du quotidien. Il était en 2016, pendant que les Béninois étaient encore en 2012. En 2012, je suis d'accord avec vous. Alors, de ces concours, aujourd'hui, le nouveau pouvoir est face à cette histoire de concours jugés frauduleux. Comment est-ce que vous voyez la suite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement a pris une décision très sage. La décision de suspendre ces concours organisés dans le cafouillage en 2015. Et a mis sur pied une commission de technocrates, une commission de gens qui s'y connaissent pour vérifier la véracité de ces concours, l'organisation de ces concours. Et je crois que lorsque la commission va déposer son rapport, le gouvernement prendra une décision. Mais j'avoue que, pour ma part, le peuple béninois attend beaucoup l'annulation de ces concours-là. Mais on dit aussi qu'il y a une bataille juridique, judiciaire qui est perçue à l'horizon. Bouaka Yaya, qui l'organisateur en chef de ce concours jugé frauduleux, a prévenu que ceux qui sont reçus à ce concours ne se laisseront pas faire, qu'ils vont vendre très cher leur peau, et qu'ils ont pris des avocats, et qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Vous avez suivi tout ça? J'ai suivi, malheureusement. Parce que... Je dis malheureusement parce que s'il était à la place du ministre Bouaka Yaya,
je me serais tué. Encore que je ne ferais jamais un truc comme ce qu'il a fait là. Pourquoi vous vous aurez tué? Je me serais tué parce que j'aurais honte. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la honte. Et qui évoluent. On dit à Abidjan qui sont nés avant. Oui, et il y a des gens qui sont nés avant la honte. Donc, sinon, à sa place, je me serais tué et laisser la commission finir son travail et laisser le gouvernement prendre la décision et laisser ce qui va suivre. Alors, quand il dit ce qu'il a dit, pour moi, c'est que au besoin, je peux dire qu'il finance, il serait même en train de financer l'avocat. Vous avez pensé comme certains qu'il était l'instigateur de ces marcheurs-là, ces manifestants à la porte de la présidence? Oui, les gens peuvent penser comme ça. On peut penser comme ça. Puisque en réalité, vous êtes l'auteur de ce qui est incriminé. Pourquoi vous devez venir en avocat de la chose? Il n'a qu'à attendre peut-être quand il va être interpellé, il va apporter sa vérité des faits. Que de se mettre déjà à anticiper sur ce qui pourrait advenir. Ce n'est pas à lui maintenant de juger, puisqu'il a déjà fait les concours frauduleux, il a déjà donné les résultats, il a fait prendre service aux gens. Et moi, je me rappelle que lorsque il était question d'affecter les douaniers, il y avait une polémique où les gens disent mais ce n'est pas comme ça se passe. On les met d'abord à la disposition de la direction des douanes. C'est la direction des douanes qui propose leur affectation, tout ça. Mais tout ça n'aurait pas suivi. Les procédures normales. Et on sait pourquoi on forçait tout. Pourquoi il fallait aller très vite. C'est pour empêcher peut-être que, on va dire, les gens ont déjà pris service. Que ça soit remis en cause. Oui, que ça soit remis en cause. Comme le disait Jacques Aadi ici, il fallait aller le plus loin possible pour empêcher qu'on revienne dessus. Le point de non-retour. Ouais. Alors, de nombreux compatriotes, au-delà de ces concours, de nombreux compatriotes estiment qu'il faudrait auditer la gestion même de Boni Yayi. Vous, de votre position d'ancien ministre, est-ce que vous favorable à cet exercice? Lorsque j'étais directeur général du CEPA Monokufo, je disais à mes collaborateurs, sachez que lorsque vous travaillez pour l'État, tôt ou tard, on viendra toujours contrôler votre travail. Par conséquent, faites en sorte que n'importe qui vient après contrôler ne puisse pas trouver à redire dessus. Par conséquent, c'est pour vous dire, Yayi Boni a pris le pouvoir d'État en 2006. Il l'a assumé pendant 10 ans. Alors, quand on cherche à auditer sa gestion, moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Vous trouvez que c'est normal? Oui, c'est normal, puisque ce n'est pas une affaire familiale. C'est une affaire de tout le monde. Par conséquent, si le peuple décide ou que le régime actuel décide d'aller regarder un peu dans la gestion, je n'ai mais est-ce que à remuer le contenu de l'argent ne risque pas de casser l'argent? Ok. Moi, je crois. Nous avons fait notre conférence nationale en 1990. Ça fait 26 ans maintenant. Est-ce qu'on va toujours laisser les gens faire? Après, on va dire, mais est-ce qu'il faut toujours remuer l'argent? C'est parce qu'en remuant l'argent, on va casser l'argent. Et ça, si on continue comme ça, ça veut dire que même ceux qui sont là aujourd'hui, quand ils vont finir en 2021, on va dire, ne remuons pas l'argent, même s'ils ont mal fait, continuons. Mais dans ces conditions, on va se développer quand? Et puis si on a parlé des concours frauduleux, on peut avoir des doutes sur, disons, le recrutement en 10 ans donc, de Boni Yayi. Est-ce qu'il y a jusqu'à auditer, par exemple, disons, les agents permanents de l'État, l'état actuel du personnel de l'État? Oui, je ne vois pas qu'il faille nécessairement aller jusqu'en 2006-2007 pour voir les concours, tout ça. Ça, c'est peut-être consommé. Mais au moins, le gouvernement a décidé, tous les concours organisés en 2015, je vais les auditer. Et moi, j'ai dit, c'est une décision salutaire. Maintenant, dans l'administration, il y a des gens qui n'ont pas vraiment le niveau. De l'administration, on va parler plus tard, si vous le permettez. Mais parlant de Boni Yayi, de ces audits qu'on devrait faire, certains pensent qu'on devrait faire l'audit des finances publiques. C'est bien normal qu'on fasse l'audit aussi des grands marchés publics. Là, ces grands marchés publics qui sont considérés comme des nids de corruption, où on pratique un peu les dessous de table, les rétrocommissions, les surfacturations et toute une sorte, toute une batterie de pratiques que nous connaissons. Il faut faire donc l'audit de ces grands marchés publics, mais également l'audit de l'administration publique, où il y a des gens qui ne sont pas à leur place ou des gens qui sont les chefs d'autres qui sont plus compétents, etc. Est-ce que vous êtes favorable à tout ça? Non, moi je suis favorable à ce que qu'on remette les choses en place. Remettre les choses en place, c'est quoi? Lorsque vous prenez par exemple un cadre B et que vous mettez à la tête d'un cadre A, quel résultat vous voulez que le cadre A donne? Bon, il va croiser les bras, il va dire, bon, c'est le patron, s'il donne des instructions, je
je vais avancer. Mais malheureusement, le cadre B lui-même, il est frustré, enfin, il est stressé, il est complexé devant le cadre A, il n'arrive pas à lui donner les instructions qu'il faut lui donner. Alors, ça fait que l'administration tourne en rond. Par conséquent, moi, je crois que tout ça là, mérite d'être vérifié et qu'on remette les choses en place. Qu'on remette les choses telles qu'elles doivent être pour que nous puissions avancer. C'est vrai, nous nous complaisons que nous n'avons pas de compétences, mais celles qui sont là, le peu qui est là, comment on l'utilise? Il faut l'utiliser à bon escient. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, Michel Sobossi, dans la même veine, on a lu dans la presse que l'ancien président Boni Yayi, qui s'était retrouvé à Abidjan avec son successeur, Patrice Talon, c'était pour négocier une sortie, trouver une porte de sortie pour qu'il ne soit pas inquiété, que ces audits qui risquent de révéler des choses soient mis sous boisseau, etc. Il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui sont dites dans la presse et sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que vous pensez que tout ça est plausible? Oui, je crois que tout ça est plausible, mais je ne peux l'affirmer puisque je n'ai pas été à la base de ce qui a conduit au retrouvailles d'Abidjan. Mais ce que je sais, c'est que quand le président Talon est rentré au pays, il nous a dit à Abidjan, je ne me suis compromis en rien, je n'ai pris aucun compromis, ou encore moins aucune compromission. Moi, je le crois sur parole. Je le crois sur parole. On vérifiera au fait. Et vous attendez donc ce qui va faire donc de ces choses-là qu'on a citées, les exactement. Les scandales. Exactement. Je le crois sur parole. Je lui fais foi et j'attends. Wilfried Adou, Virgile Aronce. Alors, Michel Sobossi, ancien ministre de l'Agriculture, j'imagine que vous avez suivi également avec attention les premiers changements effectués par le régime en ce qui concerne la production, l'égrenage et la commercialisation du coton. 3 conseils des ministres et 3 décisions phares relativement à ce produit de rente. Comment comprenez-vous l'intérêt du nouveau pouvoir pour le coton? Merci beaucoup. Vous savez, le coton constitue la seule filière que nous avons réussi à organiser véritablement dans notre pays et qui rapporte des devises pour notre pays. Donc, c'est le poumon de notre économie. Et par conséquent, que ce soit le président Boni Yayi, que ce soit le président Talon, c'est sûr que tout gouvernement sérieux va se pencher sur le coton et voudra faire ce qu'il faut pour que le coton marche. Alors, vous le savez, depuis 2012, on a connu des perturbations au niveau de la filière. Et le gouvernement a dû prendre des décisions. Le nouveau régime est venu. C'est normal qu'il rétablisse un certain nombre de choses. Et je crois que vous parlez de la réquisition, par exemple. Oui, la réquisition des usines. C'était normal, à votre avis? Qu'est-ce qui s'était passé en réalité? La Sodeco a des usines de grainage. Le Bénin a besoin de grainer. Et il était normal, comme c'était une société mixte, secteur public, secteur privé, il était nécessaire que l'État s'asseye véritablement avec les acteurs de la Sodeco et qui définit les règles de grainage. Ce qui n'avait pas été fait, ou semble-t-il, les ressorts de la Sodeco n'étaient pas d'accord avec les conditions que l'État voulait leur faire pour le grainage. Ils ont dit, nous, on ne peut pas avancer comme ça parce que ça ne nous permet pas de rentrer dans nos fonds en termes d'intrants pour le grainage. Et l'État a décidé d'autorité de réquisitionner ces usines. Évidemment, quand vous réquisitionnez, il y a un prix à payer. Il y a des redevances à payer. Et je crois qu'il y a le décret qui a prévu cela. Mais je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas été payé jusqu'à ce que ce soit le régime Talon qui vienne maintenant rétablir ça. Donc, de façon plus claire, l'État a décidé de réquisitionner des usines qui ne lui appartiennent pas. Exactement. Un mot plus simple, de mettre la main sur ces usines et de les utiliser. De les utiliser. Et de les utiliser. À sa guise. Et en contrepartie, il doit payer quelque chose. Mais il n'a rien payé. Bon, je ne sais pas s'il n'a rien payé ou bien s'il a payé quelque chose. Il n'a pas tout payé. Il n'a pas tout payé. S'il a tout payé, on n'en serait plus à cette étape où ce soit le régime Talon qui soit obligé de demander que la SONAPA paye ce qu'elle doit à la Sodeco. Oui, mais qu'est-ce qui explique ce comportement de l'État dont quelqu'un a dit qu'il ressemblait bien fortement à un État voyou. Un État voyou. Voilà, un État qui fait carrément... Enfin, on dirait un État Gaïman, excusez-moi, mais enfin, je n'ai pas trouvé une autre expression, un État qui se comporte comme les voyous, qui prend des choses qu'il doit payer, mais qui ne paie pas. Et personne ne peut lui bien le faire, parce que c'est l'État. Est-ce que c'est normal ça? Oui, c'est dommage. C'est dommage parce que on a cru que, étant peut-être président de la République, on
ne peut pas, ou on ne peut pas vous interpeller à un moment donné. Oh, moi je dis, même si vous êtes n'importe quoi, même si vous ne finissez pas, au moins la nature va décider un jour que vous finissiez. Donc si vous vous rappelez que vous allez finir un jour, vous devez faire les choses en sorte que lorsque d'autres seront là, ils ne trouvent pas trop à redire sur ce que vous avez fait. C'est vrai qu'on dit aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais néanmoins, si vous réquisitionnez des usines et que vous travaillez avec, il faut payer. Ça, c'est clair qu'il faut payer. C'est un minimum. Oui. C'est minimum. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous réquisitionnez les usines, parce que pour que les usines puissent travailler, il faut des intrants. Est-ce que c'était justifié que la réquisition de ces usines, est-ce que c'était opportun de réquisitionner des usines je vous rappelle que on est allé jusqu'à des scénarios d'envoyer le coton au Burkina Faso, au Mali, au Togo pour être égrené. J'avais interpellé le ministre à l'époque, je lui ai dit, monsieur le ministre, c'est une honte pour nous. Si vous faites bien les calculs, je crois que le docteur Boni Yayi, c'est ça qui m'a surpris. Un docteur en économie, mais qui prend des décisions qui, à ma foi, ne ressemblent... Choquent les principes de base de l'économie. Est-ce que vous, Michel Sobossi, est-ce que vous ne nourrissiez même pas ces ailes en cela, en ces genres de choses, lorsque tout le temps vous devez le désigner, vous l'appelez docteur. Non, n'empêche... Ça a dû lui monter à la tête. Non, n'empêche, on m'a dit les docteurs. Ah oui, mais tous les docteurs sont pas je crois qu'il est docteur. Vous avez dû être docteur en quelque chose pour être là, non? Oui. Mais ça pullule les docteurs aujourd'hui dans ce pays. Tout le monde est docteur maintenant. Bon, non, je ne sais pas si tout le monde est docteur. Ah oui, il y a eu une inflation de docteurs dans ce pays. Tout le monde est docteur depuis que Boni Yayi nous a vendu ce titre. Vous n'avez pas fait attention, Michel Sobossi. Oui, c'est vrai, je vais vous dire, au départ, lorsque vous préparez un truc que vous mettez Boni Yayi, c'est lui-même qui corrige, qu'il faut mettre docteur à côté. Ah bon? Oui, il ne signe pas. Si vous ne mettez pas docteur Boni Yayi, il ne signe pas. D'accord, très bien. Alors donc, ça vous dit que le monsieur veut vraiment que ce soit comme ça. Alors, mais vous avez pris le pli depuis. Monsieur, il n'est pas dans ce studio, mais tout le temps vous avez dit docteur Boni Yayi. Oui. Bon. Enfin, on ne saurait dissocier ce titre du nom. Voilà, merci. Alors donc, vous comprenez que lorsque on dit un docteur en économie, ou tout au moins quelqu'un qui a fait l'économie, qui est spécialiste en économie. Moi, je suis spécialiste en agriculture, en foresterie. Alors, il y a des choses, j'ai dit, quand je faisais ma formation, je vais me former de façon à ce que lorsque je rencontre un spécialiste dans le domaine qui est de mon niveau, qu'on puisse discuter d'égal à égal, qui ne puisse pas me battre. Alors, j'estime aussi que chacun, quand il va pour sa formation, se forme de cette manière-là. Alors, si tu es spécialiste en économie et que tu prends des décisions qui ont trait à l'économie, il faut comprendre que c'est un spécialiste qui a pris des décisions. Mais par contre, avec notre patron, moi j'ai remarqué que ce n'était pas ça. Alors, je me pose la question, je dis, mais est-ce que c'est vraiment un spécialiste qui agit et que moi qui ne suis pas spécialiste... Vous remettiez son doctorat en cause, oui. Alors, c'est vrai, je me dis, mais est-ce qu'on a vraiment fait un doctorat dans le domaine pour se comporter comme ça? Parce que déplacer quand même le couteau d'ici jusqu'au Burkina Faso pour aller le grainer. Alors que nous avons des usines à côté, même s'il faut payer un peu plus à ces usines pour que vraiment s'entende pour égrener facilement, tel qu'on l'a toujours fait, ça aurait été mieux. Parce que si on fait le calcul, les militaires qui accompagnaient les camions, il faut payer les... Ce que vous dites, c'est de la simple logique. On n'a pas besoin de sortir d'un institut d'économie pour le savoir. Même les femmes de Dantokpa qui font du business savent le faire. Oui. Ça, c'est élémentaire. Alors, qu'on n'ait pas compris ça, moi je dis, il y a peut-être quelque chose qui est derrière ça. Je dis, ce n'est vraiment pas... Et vous n'avez pas compris ce que c'était, bien qu'il était ministre de l'Agriculture. Non, je n'étais pas ministre de l'Agriculture. Vous n'étiez plus. Est-ce que ce n'était pas plus la logique vengeresse qui l'animait? Je crois qu'il était question de faire mal peut-être à un homme qui était Patrice Talon, qui détenait ses usines. Donc on pensait que, bon, en faisant comme ça, peut-être on l'asphyxie. Mais comme la roue de l'histoire tourne. Il y a une question qui me trotte dans la tête depuis. Vous qui avez été quand même à un certain moment proche de Boni Yayi, en quoi réside cette haine, cette reine? Je peux mettre ça en griffe puisque je n'ai pas mesuré l'épaisseur de cette reine-là, mais cette reine-là contre Patrice Talon, qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui les a opposés à ce niveau? Parce que c'est devenu une affaire d'orgueil personnel, une affaire intime, une affaire... Enfin, je ne sais comment dire. Vous savez mieux ce que c'est que moi, puisque vous étiez dans le cercle quand même du pouvoir. J'ai fréquenté les deux hommes. À plusieurs reprises, on se retrouvait à trois, Boni Yayi, Patrice Talon, Michel Sobossi.
En tant que ministre de l'Agriculture. Donc vous avez une personne ressource de qualité pour nous parler de cette relation-là. Et je sais qu'ils étaient vraiment amis. Ils étaient très amis. Mais que subitement, on devienne des ennemis jurés. J'avoue que... Des ennemis intimes, comme le dit quelqu'un. J'avoue que je n'ai pas compris. Oui, mais est-ce que ce n'était pas à la hauteur de leur amitié là? Leur haine aujourd'hui n'est pas à la hauteur de leur amitié, de ce qu'ils ont été? Peut-être, mais si vous avez suivi le président Patrice Talon nous a fait voir que c'était par rapport à la révision de la Constitution. Dr Boni Yayi s'en défend et dit non, ça n'a rien à voir, c'est parce que lui veut avoir toute la richesse du pays dans sa seule main. Tous les vieux de l'économie nationale. Je n'ai pas accepté, c'est ce qui a fait que nous n'avons pas pu nous entendre. Si j'avais même suivi, et ce qu'on ne dit pas assez, c'est les fonds de l'autre aussi, de l'Afrique du Nord, la Libye, pour ne pas nommer le pays. Oui, ce n'est qu'un secret de polichinelle aujourd'hui qu'il y a eu vraiment ce qu'on appelle les fonds de Kadhafi. Moi, je ne sais pas, puisque je n'ai pas vu. Et il n'y a que vraiment Boni Yayi et Patrice Talon qui savent s'il y a eu des fonds de Kadhafi. Là et que, mais moi, je ne sais pas. Ça a été utilisé. Très bien. Moi, je ne sais pas, mais c'est moi ce que je sais, c'est que on a eu à aller fouiller des conteneurs à Alada, sur le port sec d'Alada, parce que on estimait peut-être, enfin, ce que j'ai appris ou ce que les gens auraient raconté, qu'on penserait que les fonds se trouveraient dans ces conteneurs et qu'on n'a rien trouvé. On a ramassé des engrais qu'on est allé donner aux producteurs. Bon, tout ça, c'est Dieu seul qui sait, et ce n'est que les deux hommes qui peuvent savoir ce qui s'est passé. Alors, revenons au coton, si vous le permettez bien, notamment les décisions que le gouvernement vient de prendre, le remboursement Sodeco, la préparation de la campagne agricole qui est en cours et tout ça. Le rétablissement de l'accord cadre. Voilà, le rétablissement de l'accord cadre, l'AIC et tout ça. Comment appréhendez-vous cette batterie de mesures en un laps de temps si court? La campagne agricole, malheureusement, n'attend pas le temps. Il y a des périodes précises, il faut faire certaines choses. Par conséquent, le président Patrice Talon a été élu le 20 mars, il a été investi le 6 avril. Il faut aller très vite pour préparer la campagne agricole 2016-2017. Je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, la campagne n'est pas encore lancée, alors que habituellement nous lancions la campagne en mars. D'accord. Donc il y a un retard de 2 mois déjà. Par conséquent, il faut faire un travail pour éviter que le retard ne soit trop prononcé. Et je crois, moi j'ai salué le rétablissement de l'accord cadre AIC-État, parce que lorsqu'on prenait la décision en 2012 de suspendre l'accord cadre et que l'État reprenne en main ses activités, j'avais trouvé que ce n'était pas bien. Je me rappelle, un des ministres de la République très proche de Boni Yayi m'avait interpellé, il m'a bien dit, c'était sur instruction du président de la République, il veut savoir ce que tu penses de tout ça. J'ai dit, vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison de faire ça. Nous avons eu un accord cadre entre l'AIC et l'État. C'était avant la décision ou après la décision? Non, après la décision. Après la décision. Et j'ai dit, nous avons un accord cadre entre l'État et l'AIC. Si vous estimez qu'il y a des clauses dans l'accord cadre qui ne marchent pas, il faut faire une relecture de l'accord cadre et corriger les dysfonctionnements. Mais vous ne saurez reprendre aujourd'hui la production cotonnière en main. C'est en contradiction avec nos options faites à la conférence nationale, à savoir le libéralisme économique. Et je vous rappelle, le ministère de l'Agriculture, de l'Eau et de la Pêche a été l'un des tout premiers ministères après la conférence nationale qui a commencé par se désengager de certaines activités. Il y a eu un projet que nous avons appelé le PRSA, projet de restructuration des services agricoles, que nous aidait à travailler la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et dans la lettre de déclaration de politique de développement rural que le Bénin a signée avec la Banque mondiale et le FMI, il était question que l'État se désengage des activités commerciales, industrielles et de production. Par conséquent, ce qui concerne la production du coton, ce qui concerne la commercialisation du coton, le grainage, la distribution, l'importation, distribution des intrants agricoles, l'État devait se désengager. L'État devait se désengager. Et il laissait place au privé. Et c'est comme ça justement l'AIC est né. Et j'ai ici les statuts de l'AIC. J'ai entendu sur
j'ai entendu sur des antennes, même sur vos plateaux ici, des gens disent l'AIC c'est pour Patrice Talon. Non. Je crois que le régime Yahya Boni a travaillé véritablement à l'abêtissement de nos populations. On peut comprendre que une association interprofessionnelle soit la propriété d'un individu. J'ai les statuts de l'AIC ici. Donc c'est une bêtise que de dire ça. C'est une bêtise que de dire ça. Très bien. Parce que l'association, il s'agit de l'association de l'interprofession. Et quand on parle d'interprofession, il y a plusieurs familles qui composent l'interprofession. Professionnel. Oui, il y a plusieurs familles professionnelles qui composent l'interprofession. Il y a premièrement la famille des producteurs. Il y a la famille des importateurs, distributeurs d'intrants agricoles. Et il y a la famille des égreneurs. C'est les trois familles qui composent l'interprofession. Et c'est au sein de l'interprofession qu'on désigne le président de l'interprofession. Et je voudrais rappeler Patrice Talon n'en est pas le président. Il n'a jamais été président de l'association interprofessionnelle de coton. J'ai dit, il y a les statuts ici. Lorsque il prenait lorsqu'on il constituait l'interprofession, c'était même un producteur qui était le président. Et dans la signature de l'accord cadre que j'ai encore ici, si vous voyez un peu les signataires, comme il y avait des ministres, dont le ministre Irénée Pascal Koupaki, qui était le ministre d'État chargé de la prospective, du développement et de l'évaluation de l'action publique. Le ministre de l'Agriculture, de la Paix, c'était le ministre Roger Dovonou à l'époque. Le ministre de l'Économie et des Finances, Souleymane Lawani. Le ministre du Commerce, Christine Ouessavi. Le ministre de l'Industrie, Grégoire Akofodji. Le ministre des Transports terrestres, des Transports aériens et des Travaux publics, Nekes Fayon. Le ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, Victor Tokpanou. Et maintenant, pour l'association interprofessionnelle de coton, c'était Sero Zoro Bouragui, qui est le président du Conseil national des producteurs de coton. Donc, la famille professionnelle des producteurs. C'est ça. Et il y avait également Mathieu Adjovi, qui a signé en tant que président du Conseil national des agriculteurs de coton. Et Imourou Saleh, qui a signé en tant que Conseil national des importateurs et distributeurs d'intrants coton. C'était le 7 janvier 2009. Oui, c'était le 7 janvier 2009. Vous ne voyez la signature de Patrice Talon nulle part ici. Donc, Patrice Talon, il est un acteur de la filière, mais il n'était pas le patron de l'AIC. Et ne saurait en être autrement. Puis c'est une association interprofessionnelle. Donc, il ne saurait en être autrement. Donc, par conséquent, que les gens disent l'AIC, c'est pour Patrice Talon, je dis, c'est des erreurs. Alors là, quand on entend dire que les décisions prises en Conseil des ministres sont de nature, n'est-ce pas, à rétablir Patrice Talon, roi du coton qui a perdu en temps son trône, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas ça. Non, moi je crois que je dis, ça aurait été même un autre régime qu'il viendrait à cette prise de décision-là. Un autre régime ferait la même chose. Un autre régime ferait la même chose parce qu'il faut... C'est ça qui est logique. Ouais, c'est ça qui est logique. Oui, mais Michel Sogossi, on sait que qui dit Patrice Talon dit coton, ou qui dit coton dit Patrice Talon. C'est synonyme, Vigile? Bon, enfin, c'est un maillard du coton. On le savait bien. Est-ce qu'on peut ne pas voir l'image, tout au moins la silhouette de Patrice Talon derrière ces trois décisions alignées de trois conseils de ministres successifs? C'est vrai que Patrice Talon est un maillard du coton, puisqu'effectivement, il a forgé sa réputation dans le coton, et pas seulement au Bénin. Ailleurs, il a également des sociétés qui travaillent dans le coton. Mais à ramener les choses à Patrice Talon, ramener le coton béninois à Patrice Talon, je dis, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est vrai, il est l'un des principaux acteurs de la filière coton, mais pour moi, il n'est pas le coton. Donc il n'est pas en train de se faire justice à travers sa position actuelle. Je ne crois pas. Et j'ai dit, ça aurait été un autre régime qui prendrait ces mêmes décisions. Si vraiment le régime veut que le coton soit véritablement relancé. En bonne santé. Tout ce que l'on a suivi pendant 3 ou 4 ans, où le gouvernement a géré le coton, c'était des dérives. Si on peut avoir le courage de faire un bilan exhaustif pour dire, on a injecté 10 francs dans le coton, on a récupéré 15 francs, on a récupéré 5 francs, le peuple béninois allait se tenir la tête. Oui, mais il faut bien faire ce point-là. Justement, il faut savoir qu'est-ce que nous avons gagné dans le coton, parce qu'il y a ceux qui soutiennent cette thèse-là que le coton est plus un problème pour nous qu'une solution. Est-ce que vous partagez cet avis, monsieur Sobozi? Tel que c'est géré, ou tel que ça a été géré ces dernières années, le coton était plus problème que solution. Puisqu'en réalité, moi je dis, et je défie quiconque qui pourra me dire que pendant qu'on a pris la filière en main en tant qu'État, qu'on a vraiment fait des profits. J'ai suivi des ministres qui ont annoncé des bénéfices de ci ou de ça. Mais la fois dernière,
le gouvernement Talon a dit il y a 19,5 milliards qui n'avaient pas encore été payés aux producteurs et qu'il fallait bien débloquer pour que les producteurs soient complètement mettre au travail payés. pour la campagne. Oui, exactement. Alors, si tel est que nous faisons beaucoup de bénéfices comme ça, pourquoi nous avons ces dettes-là qu'on ne paye pas? Des retards de paiement. Même les fonds qu'il faut payer à la SODECO, pourquoi ne payer pas? Si tel est que tu fais une activité, tu fais des bénéfices, la sagesse amène même à d'abord payer tes dettes avant de savoir que tu as vraiment fait des bénéfices. Il paraît que qui paie ses dettes s'enrichit. S'enrichit. Le grand rendez-vous. Alors, très rapidement, nous allons évoquer la commission des réformes politiques et institutionnelles qui a été installée cette semaine par le chef de l'État. Qu'avez-vous à dire sur la composition, la mission, les attributions et le délai de livraison, par exemple, des travaux de ce projet qui tient à cœur au nouveau président? Oui, je crois que le gouvernement a estimé utile de mettre un certain nombre de compétences dans la commission. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est une commission d'une 30aine de personnes. J'ai lu un peu la liste des gens qui composent cette commission. C'est des compétences avérées, c'est des valeurs avérées, et je crois qu'ils pourront faire un travail de qualité. Ce que je crains, j'ai comme l'impression que c'est une commission un peu trop étoffée. J'ai comme l'impression qu'avec tout ce nombre, ça soit vraiment pour s'entendre sur des points précis, ça risque d'être difficile. Bon, je crois, je fais confiance à ceux qui composent cette commission, peut-être pour s'éclater en de petites sous-commissions et se pencher sur des aspects précis et après faire une mise en commun des réflexions. Est-ce qu'il n'y a pas assez à faire par cette commission lorsqu'on sait que ce n'est pas seulement de la Constitution, de la révision de la Constitution qui s'agira? On parle de réforme institutionnelle et politique. Réforme institutionnelle, des textes et lois et autres. C'est de tout ça qu'il s'agit. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup à faire, mais nous connaissons. J'avais un professeur en Côte d'Ivoire qui nous disait, à Abidjan, il dit, les Béninois sont tellement intelligents. Et ce qui fait leur problème, c'est leur excès d'intelligence. C'est chacun qui croit que c'est lui qui détient la vérité. Et quand on vous retrouve déjà à 3, à 4, à 5 pour faire un travail, je vois la difficulté qu'on a souvent parfois à s'entendre. Et là, ils sont 30. Alors, là, ils sont 30. Oui, là, ils sont 30, c'est ça que j'ai dit. C'est ça, je pense que la commission est un peu trop élargie. Et je crains que le consensus... J'ai compris, il y avait un petit cercle restreint qui fait les travaux préliminaires, qui présente à l'ensemble du grand groupe. Ouais. Je crois que ça pourrait rendre plus efficace le travail de la commission. Mais je dis, je compte sur la commission pour peut-être s'éclater en de petites sous-commissions et qui vont prendre des aspects précis des questions à évoquer et qui vont se pencher sur ces questions-là et peut-être feront une mise en commun pour que ensemble ce soit un travail commun qui viendra nous La différence est perceptible avec les deux DSO qui est directement le président de la commission. Ouais. Comment vous interprétez ça? Non, je crois que le président Talon a estimé qu'il faut quand même un proche à lui, quelqu'un qui représente par exemple ses yeux et ses oreilles au niveau de cette commission. La commission. Oui, histoire par exemple de ramener rapidement à l'OP en tenant compte des délais pour que les gens ne s'éternisent pas sur les discussions interminables qui vont retarder. Donc il est indirectement membre de la commission aussi, Patrice. Oui, mais est-ce que ça empêche qu'il soit membre? Surtout que c'est lui qui a évoqué les questions qui vont être débattues au niveau de la commission. Est-ce qu'en mettant Joseph Diogbenou à la tête de cette commission, le président voulait s'assurer que les membres de la commission comprennent sa compréhension à lui ou sa vision à lui des réformes politiques et institutionnelles ça peut être qu'il a proposé d'ailleurs dans son projet. Ça peut être une façon. Ça peut être une façon de parler à la commission, aux membres de la commission pour dire voilà ce que moi je pense, voilà ce que je pense. C'est vrai, ça peut être débattu, mais n'empêche que c'est lui qui a eu d'abord les idées et qui a pensé que il faut avoir une commission pour en débattre. D'accord. Alors, comme en 2006, on va poser cette question en attendant de recevoir les auditeurs qui nous appelleront dans cette émission, comme en 2006. Donc, toute la classe politique chante Alléluia derrière le président de gré ou de force, on le soutient. Cela rappelle étrangement en 2006, 2007, on avait entendu Monsieur le Président, nous vous soutenons si vous vous arrêtez, nous vous pousserons si vous tombez, nous vous relèverons. On a entendu ce genre de choses, des âneries de cette dimension ici, dans ce concert d'applaudissements où il y a plus de soutien sincère que de courtisans. Quelle place entrevoyez-vous pour l'opposition politique dans ce régime, Michel Soubouzi? Oui, c'est vrai que
Lorsqu'il y a un nouveau régime, il y a toujours des courtisans. Mais aussi, il y a des gens de conviction qui travaillent véritablement à ce que les choses puissent avancer. Je vous rappelle, personnellement, je suis très proche du président Talon. Je l'ai dit avec Boni Yayi, Talon et moi, on a fait plusieurs fois ensemble. Donc, si je devais choisir directement, je pouvais aller directement à Patrice Talon. Mais je ne l'ai pas fait, pas parce que je n'estimais pas que Patrice Talon n'était pas à même de diriger le Bénin. Parce que j'estimais que Yayi Boni, Patrice Talon, lui prendre le pouvoir, ça peut amener quelques troubles dans notre pays. Surtout que Yayi Boni menaçait de ne pas passer le pouvoir à Patrice Talon. Je dis, pour éviter ça au Bénin, il faut aller ailleurs. Et c'est comme ça, nous avons choisi de soutenir Jammeh Adjavon pour qui paraissait pour nous comme un troisième larron. Bon, c'est vrai qu'au second tour, on est tous allés à Talon parce que... Vous étiez en train de dire tous les mêmes choses, apparemment. Sébastien Jammeh Adjavon voulait rompre avec... oui, justement, on avait la même vision. Talon, voilà, on avait la même vision, mais comme je l'ai dit... C'est bien logique que vous soyez mis ensemble. Non, oui, c'est bien logique qu'on se soit mis ensemble. Donc, mais comme je l'ai dit, on pensait éviter au peuple béninois une situation insupportable. Mais heureusement, ça s'est bien passé. Et j'étais heureux parce que même quand on a déclaré les résultats au second tour, j'avais bien peur. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais heureusement, rien ne s'est passé. Lionel Zinsou, dans la nuit, a appelé Patrice Talon et l'a félicité, dit, il nous a délivré. Et alors, toute dernière question, Vigile, si vous permettez, vous avez fait l'expérience du pouvoir, Michel Soubossi, avant l'équipe qui vient de s'installer. Vous avez fait des erreurs de gouvernance, certainement, des fautes de gestion, assurément. Alors, fort de cette expérience, est-ce que vous avez 2 ou 3 conseils aux nouveaux dirigeants pour éviter de répéter les mêmes erreurs que vous? Oui, les conseils que je peux donner au gouvernement actuel, c'est d'être à l'écoute de son peuple. Être à l'écoute du peuple n'est pas forcer les mobilisations de soutien comme le président Boni Yayi l'a fait. C'est d'écouter vraiment qu'est-ce que les gens pensent. Et ceux qui sont autour du président Talon aujourd'hui, j'ai dit, le roi, aussi fort soit-il, est toujours un homme. Donc, en tant qu'humain, il peut se tromper. Que ceux qui sont autour de lui puissent lui dire lorsqu'il se trompe, ah, monsieur le président, vous vous êtes trompé, ça ne peut pas être comme ça. Les rois, quel que soit ce qu'ils sont, ne sont que ce que nous sommes. Exactement. Alors, donc, quand je vois des pointus comme Irine Pascal Koupaki, que je connais très bien, et que je sais qu'en matière de technocratie, il est au point. Quand je vois un comme Abdoulaye Biotchane autour de Patrice Talon aujourd'hui, je dis, c'est des gens qui sont capables, si vraiment ils veulent aider ce pays, de lui dire lorsqu'il se trompe qu'il s'est trompé. Très bien. Voilà. Donc il faut pouvoir dire au président, monsieur le président, vous êtes trompé. Mais vous ne dites pas qu'il faut que le président soit capable d'écouter également ses ministres, les contradicteurs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il soit à l'écoute du peuple et de ses collaborateurs. Très bien. C'est très important. 64 44 02 44 66 75 72 72. Nous allons prendre quelques auditeurs rapidement dans cette émission qui doivent adresser 2 questions chacun à notre invité. Le premier est en ligne, me dit-on, oui, bonjour. Monsieur, bonjour. Qui avons l'honneur? Eugène Ewaignon. Oui, Eugène Ewaignon, allez-y pour vos questions. Docteur en investigation, puisque c'est la saison, j'ai 5 questions. Ah, c'est trop, monsieur. Monsieur Ewaignon, vous dites de vous limiter à 2 questions. Ces 2 questions, c'est bon, vous n'allez pas monopoliser la ligne. Il y a d'autres personnes qui voudraient poser des questions. Que vous êtes. Oui, allez-y. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Ewaignon. Si le gouvernement du président Patrice Talon est considéré comme celui des suspensions et celui du président Boni Yayi considéré le gouvernement de gestion à redire, dites-moi, dans lequel vous vous trouvez le plus bien. Deuxième question, entre le président Boni Yayi et le président, entre le docteur Boni Yayi et son excellence, le président Patrice Talon, lequel voyez-vous d'un tempérament calme, intelligent, je dirais, qui n'aime pas le populisme et qui aime réellement son peuple à travers des économies pour réellement faire
le partage, leur dit prospérité partagée qui n'ont jamais fait les autres cousins. Troisième question. Ce sera, voilà, c'est bien, Eugène Wayon. Merci de nous avoir posé les questions dont vous connaissez vous-même les réponses. On va prendre un autre auditeur ici. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? On m'appelle Zachary Egouleti. Oui, monsieur Egouleti, allez-y pour vos questions. Monsieur l'invité. Oui. Du fait d'un homme, Boni Yayi, l'État est condamné à verser des milliards en dommages et intérêts à des structures. Alors, que disent les tests? Que pensez-vous de la poche de qui on doit sortir ces sous pour rembourser, pour payer ces individus? Deuxième question. Dans votre démonstration, le docteur Boni Yayi a étalé son incapacité à démontrer son habileté, sa capacité face à une situation qui relève de son domaine, docteur en économie. N'est-ce pas là le désir d'incompétence dont parle Patrice Talon? Merci. Merci beaucoup, monsieur Egouleti. Bonne journée à vous. On va prendre notre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Monsieur Nyohosu Sébastien. Oui, Nyohosu, allez-y pour votre question. Oui, je salue votre invité. Merci, bonjour. Oui, il est de la vague bleue. Bon, et ma question est de lui demander s'il y a un conseil à donner aujourd'hui à monsieur le président Sébastien Adjavon, parce qu'il a beaucoup de gens qui ont de l'estime pour lui. Et quelles sont les démarches que vous menez pour que à la prochaine fois Sébastien Adjavon puisse gagner? Est-ce que vous avez compris ma question? Oui, on a bien compris. Merci beaucoup, monsieur Nyohosu. Bonne journée à vous. Un autre auditeur. Bonjour. Allô? Bonjour Wilfried, bonjour Vigile, bonjour à votre invité, Jacques Ayadi. Je reconnais cette voix, Jacques Ayadi. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons pour vos questions. J'ai deux questions, ou trois, je ne sais pas. Deux, c'est bon. J'ai été déçu par une déclaration de votre invité là, par rapport au chaos de 2011. Le chaos de 2011 est un chaos frauduleux, tout le monde le sait. Et si lui, aujourd'hui, il continue par dire ces trucs-là, eh bien, moi, je crains qu'il ne soit pas béni par la nature. Hein. Parce que ce qui s'est passé en 2011, les hélicoptères qui ont transporté des bulletins pour aller à Kaourou et autres là, le camion qui est venu. C'était votre contribution, Jacques Ayadi. Maintenant, vos questions. Jacques, on ne va pas refaire l'histoire. L'histoire est importante. Oui, bien sûr, nous n'allons pas refaire l'histoire. Ce que vous dites, on l'a tellement entendu. Maintenant, monsieur Soubossi est là, vous allez lui poser des questions. On a tiré sur moi à la Sénat quand nous étions là pour dire que on demandait à Yonfon de faire rentrer le siège pour inspecter, ils ont refusé. Donc, oui, Jacques Ayadi, est-ce qu'il est possible de guérir de ces choses-là? Il faut avancer maintenant. Il faut avancer, il faut passer les ponts. Avançons maintenant. Je suis un guérisseur par rapport à ça. Parce que il va falloir vous faire prendre quelques antibiotiques, Jacques Ayadi. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, oui. Il dit qu'il a soutenu Boni Yayi en 2011. Parce que le premier mandat était bon. Le mandat numéro 1 était un mandat catastrophique. C'est le mandat au cours duquel M. Danivo est parti. C'est le mandat autour duquel nous avons eu les affaires ICC, SENSA et autres. Donc tous ceux qui ont soutenu Boni Yayi en 2011, eh bien, ils ne l'ont pas soutenu parce qu'il aimait ce pays. Parce que Boni Yayi a déjà montré à tout le peuple béninois ce qu'il était. C'était comme un projectile qui était au sommet d'une crête. Et donc, si on le lâche, il doit dégringoler. Et c'est les résultats que nous avons eu, donc que les gens arrêtent de dire des trucs comme ça, parce que moi, ça me met hors de moi-même. C'est ce choix catastrophique de 2011 qui a fait que nous sommes encore là. Et puis vous lui avez dit que Boni Yayi a un accident de parcours, il n'a pas fait bien un accident de parcours. Boni Yayi vous faites partie de ceux qui soutiennent cette thèse-là, je sais très bien, Jacques Ayadi. Mais je vous l'ai dit tout le temps. Et puis lorsque nous on est allé à la BOD au lendemain de la publication des résultats de 2006, sans même que les gens, le président ne prête serment, mais les gens nous ont mis en garde. Ils nous ont mis en garde pendant que beaucoup étaient dans l'euphorie, tout ça.
les collaborateurs Boni Yayi au niveau de la BOAD, on a dit que le Bénin vient de commettre l'erreur la plus grave. Très bien. Bon, enfin, Jacques a dit ce que vous allez faire, vous allez commettre un ouvrage sur tout ça, vous allez mettre coucher sur du papier tous ces sentiments qui vous animent encore. Peut-être que ça vous guérira, je n'en sais rien. Oui, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je suis un invité de l'émission, faites en sorte qu'il réponde à mes questions. Très bien, il répondra. Bonne journée à vous. Merci. Notre auditeur, bonjour. Monsieur l'invité, bonjour. Okay. Bonjour. Ganrou, Todé et Kanye, je m'appelle. Ganrou, Todé et Kanye, allez-y pour votre question. Ça fait longtemps, monsieur. Oui, ça fait vraiment longtemps, vous nous avez manqué, vous savez. Merci bien. Ah, très bien, allez-y pour vos questions. Votre invité. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Ganrou Todé Kanye. Oui, ça vous l'avez déjà dit. On a pris. Et je salue le technicien qui est là. Oui, vous avez une question, Ganrou Todé, vous avez une question? Ma question. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Monsieur l'invité, oui. La cité est mal gérée en temps. La cité est mal gérée, c'est-à-dire notre pays est mal géré au temps de Boni Yayi. On a souffert pendant 10 ans. Je dis bien pendant 10 ans. Alors, je vais vous poser des questions. Est-ce que on a un vrai médiateur de la République ici au Bénin? On nous parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors que nous avons un fort... Est-ce qu'on a un fort médiateur de la République qui peut gérer les situations comme ça ici au Bénin? Et deuxième question. Monsieur l'invité, l'agent de ICC Service, machine agricole, Malia Greta, ils ont construit Assemblée nationale, inachevée et laissée. Est-ce que le ministre de la Justice, nommément appelé M. Djokbenou, est-ce qu'il va soulever ce dossier que nous, les populations, connaissons bien? D'accord. Parce que nous voulons que M. Djokbenou soulève les dossiers qui sont en bas. La chef de ICC Service, Malia Greta, et l'Assemblée s'occupe des dossiers, monsieur le ministre. Très bien, voilà un autre qui rejoint Jacques Ayadi, il est toujours très en colère. Très bien, Ganrou Todé et Kanye, merci beaucoup pour votre appel, on vous aura compris. On prend un autre, bonjour. Allô? Et à qui avons l'honneur? Oui, c'est Zanou Doto Wilfried depuis Soava. Depuis Savet? Soava, d'accord. Zanou? Oui, je m'en vais poser une question à votre invité. C'est par rapport à l'État voyou qui ne cesse de revenir dans les débats. Donc, j'aimerais savoir, et il va nous définir ce qu'on appelle État. Et qui dit État, à ma connaissance, c'est nous tous. Donc, est-ce que il ne serait pas mieux de dire un gouvernement voyou? C'est toute ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. On prend un dernier. Il y a quelqu'un encore? Non, il n'y a plus personne. Très bien. Bon, enfin, mon technicien me fait signe qu'il a arrêté les appels. Nous revenons ici en studio pour évoquer rapidement ces quelques questions qui vous sont adressées. On a écouté Ganrou Todé et Jacques Ayadi. Ces deux messieurs ne décolèrent pas, malgré le temps qui passe, malgré Boni Yayi qui a quitté la marina, il ne décollait pas. Mais enfin, parlons plus précisément des questions qui ont été posées. Commençons par la dernière. Zanou Dotou, parlant d'État voyou, si il est entendu que l'État c'est nous tous, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on parle plutôt de gouvernement voyou? Bon, je voudrais remercier tous les auditeurs qui ont appelé. Et c'est la preuve que le sujet est important et intéresse les uns et les autres. Je ne sais pas pourquoi vous choisissez qu'on commence par le dernier intervenant. Bon, enfin, c'est plus rapide. Alors, Monsieur Zanou dit, est-ce qu'il ne faut pas parler de gouvernement voyou plutôt que de parler d'État voyou? Bon, moi je le lui concède. C'est vrai que l'État est souvent représenté par le gouvernement. Donc lorsqu'on parle d'État, on voit beaucoup plus le gouvernement que tous les occupants d'un territoire. Oui, mais l'État voyou, c'est un concept clair, qui a un concept consacré, qui a un contenu qui se rapporte à un État qui n'a pas de parole, qui ne respecte pas ses engagements, qui a des comportements... Oui, puisque justement, le gouvernement parle au nom de l'État. Absolument. Alors, par conséquent, lorsqu'on parle d'État voyou, on voit beaucoup plus les gouvernants. D'accord. Donc,
Si je viens maintenant au premier intervenant, bon, lui-même il a dit gouvernement d'expansion, gouvernement des choses à redire, en quel je me retrouve. Non, je crois que j'ai contribué à l'avènement de Boni Yayi, mais je l'ai dit à l'entame de l'émission, lorsque j'ai pensé que les choses n'allaient pas, avec un certain nombre de camarades, nous avons claqué la porte, nous sommes partis. Donc c'est parce qu'on ne se retrouvait plus à travers ce qui se passait que nous avons claqué la porte. Donc, maintenant, par rapport au président, les deux présidents, lesquels est plus discret, tout le monde est d'avis que le président Talon est plus discret que le président Yayi qui voulait qu'on le voie tous les jours et qui parlait beaucoup. J'ai le don de poser des questions dont il connaît les réponses. Merci. Alors, M. Zachary Egouleti, que pensez-vous les milliards qu'on paye de la poche de qui? De la poche de qui on doit... L'Assemblée nationale, le chantier là, 28 milliards. De la poche de qui on doit payer ça? Je crois que ça rejoint une de vos questions. Vous avez dit, est-ce qu'il faut auditer la gestion passée? J'ai dit oui, si on n'audite pas la gestion passée, on ne peut pas situer les responsabilités et on ne peut pas punir des gens qu'il faut punir. Puis si vous ne commencez pas à punir, on a dit... abat l'impunité. Il faut qu'on cesse l'impunité. Si on continue l'impunité, je l'ai dit tantôt, ça veut dire que lorsque le régime actuel va finir, même s'il commet des bévues, on va dire, bon, comme on n'avait pas puni les autres, il faut laisser aussi ceux-ci continuer. Donc, il faut situer les responsabilités et punir ce qu'il faut punir. Mais ce qui est dommage, c'est que, malheureusement, c'est le contribuable béninois qui paye ses dettes. Je ne crois pas que le président Yayi, même si on le prend, on le punit, on lui dit, bon, par rapport à tout ce que tu as fait, ça équivaut à telle amende, que ça suffirait à payer tout ce qu'il a causé comme dégâts aux Béninois. Donc ça ne va être que juste pour lui tirer un peu les oreilles. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on aille à ce que les gens comprennent que si je suis quelque part, je représente tout le monde, je ne peux pas en faire ce que je veux. Il faut que ça fasse pédagogie. Il faut que ça fasse pédagogie. Maintenant, il demande si ce n'est pas l'incompétence de celui qui a dirigé en ce moment. Oui, et c'est là que je disais tantôt, moi personnellement, je suis arrivé à douter effectivement du titre de docteur que portait mon président. Je dis, mais est-ce vraiment un docteur en économie? Parce que pour moi, à partir déjà d'un certain niveau, l'intellectuel, quand il veut poser un acte, il réfléchit avant de le poser et quand il le pose, il assume jusqu'au bout. Il y a cette anecdote dont vous vous souviendrez sans doute par rapport au microcrédit au plus pro, le président de la République qui à l'époque avait prévu, je ne sais où et comment, 6 milliards et arrive au stade de l'amitié, je pense. De l'amitié, au palais des congrès, je ne sais plus où, il trouve de nombreuses fois, on dit, mais chers sœurs, mais je ne savais pas que vous étiez aussi nombreuses. On avait prévu 6 milliards. Maintenant, je porte ça à 15 milliards ou à 20 milliards. À 12 milliards. Ouais. Bien, voilà. Il avait doublé ça. Il avait doublé ça. C'est tenante. Ça a fait tiquer bien des gens qui se sont posé la question de savoir, mais d'où tiendrait-il ce genre de ressources? Merci de me rappeler ça. Les camarades avec qui je suis en politique, c'est-à-dire le groupe de jeunes et de femmes qui m'entourent, avec qui nous discutons, si vraiment il y a un qui pouvait appeler, vous dirait, cette question nous l'avons débattue. Parce que, j'avoue, ça a été l'un des premiers chocs que j'ai reçus aux côtés de Boni Yayi. On est allé au stade, effectivement. Il y a eu un monde fou. Vous étiez là? Oui, j'étais là. Très bien. Il y a eu un monde fou de femmes. Où on dit, le président prend la parole, il dit, je ne savais pas que vous étiez aussi nombreuses. Encore que ce n'était qu'une représentation des femmes béninoises. Il n'avait pas vu toutes les femmes. Et sur place, il décide de dire, je double la mise. J'ai dit, quel économiste prend une décision comme ça? Mais sur la base de quoi on prend la décision? Le budget est déjà voté. Où est-ce qu'il va trouver ça? Bon, j'ai dit, peut-être en tant que président de la République, il a sa façon de trouver l'argent pour mettre. Mais j'avoue que j'ai été choqué. Mais comment ça se corrige effectivement, puisque le collectif budgétaire n'est jamais passé par l'Assemblée en temps? Comment on fait ça? Il faut aller voir. Moi, je n'ai pas été ministre de l'économie et des finances. Ce n'est que les ministres de l'économie et des finances et le président de la République qui savent comment ils s'arrangent pour pouvoir gérer ces questions-là. Un syndicaliste qui a fait 30 ans au ministère des Finances a eu à dire dans ce studio qu'il avait l'impression que Boni Yayi tenait à sa disposition un grand magasin rempli de billets quelque part. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'avoue vraiment que la réponse à votre question. J'avoue vraiment que cette décision m'avait choqué. J'ai dit donc quand on s'est retiré le lendemain, on a fait une petite réunion entre nous. J'ai dit mais le président a pris une décision hier. Moi, ça m'inquiète. Alors c'est ce qu'on appelle la démagogie. D'abord, j'ai cru que il n'allait pas pouvoir
J'ai dit, mais il va trouver l'argent où? Mais est-ce qu'on a effectivement trouvé les 12 milliards là? Soit il a pu mentir, soit il a forcé pour... Je crois que même si on n'a pas tout trouvé, on a dû trouver quelque chose. Pour augmenter. Pour augmenter quand même. Mais comment on a trouvé, je ne saurais le dire. Donc vraiment, je crois que M. Gouletti a... oui, M. Gouletti a vraiment raison quand il dit comme ça. Donc, quelque part, on peut dire, on peut parler d'incompétence. Les milliards dont il parle, c'est de nos poches, on va les payer. Ouais. Il parle d'incompétence. Bon, enfin, je ne saurais le dire, mais les faits sont là qui parlent. Monsieur Yonrossou, il parle de Sébastien Diavon. Oui. Quel conseil vous lui donneriez à Sébastien Diavon? Il remet ça en 2021. Il paraît qu'il s'y prépare déjà. Je crois que c'est une question principale. Quel conseil donner au président Germain Sébastien Diavon pour 2021? Et je voudrais être très clair. J'ai travaillé aux côtés de Germain Sébastien Diavon en 2016. J'ai vu que nous avons que le candidat a manqué beaucoup d'organisation. Il a manqué beaucoup d'organisation. Sinon, pour dire vrai, vous aurez pu sur gagner le terrain, élection. Oui, on aurait pu gagner cette élection. D'accord. Il a manqué beaucoup d'organisation. Ensuite, je crois que la politique, on ne se lève pas pour rentrer dedans. C'est vrai. Le président Germain Diavon ne s'était pas préparé. Et quand nous on l'a reçu, il nous a dit il y a 7 mois, je ne pensais pas que je pouvais être candidat. Donc c'est normal que ce qui a suivi est suivi et qu'il ne puisse pas être élu. Mais c'est une première expérience. Il a fait une bonne expérience et il a pu quand même se positionner 3e. C'est ce qui est important. Maintenant, pour la suite, s'il tient à être président du Bénin, moi j'ai suivi aussi sur vos plateaux ici où des gens ont dit il faut qu'il crée parti, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela. Je dis ça va être la pire des erreurs qu'il aurait commises. De créer un parti. Créer un parti. D'accord. Ça va être la pire des erreurs que le président Germain Sébastien Diavon va commettre en créant un parti. Vous pensez que, il faut. Ce que je pense, pas de parti politique, qu'il y a eu cette mobilisation, toute sa campagne, de sa candidature? Je crois. D'accord. Je crois. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il continue à rester en bon terme avec tous ceux-là qui l'ont soutenu, parce qu'il faut avouer quand même, il y avait beaucoup de gens qui l'ont soutenu. Il y avait beaucoup de gens. Si on était un peu plus organisé, vraiment, on allait surprendre. Oui, mais l'échec, ça crée des frictions et ça a pu être déjà là, non? Oui, c'est vrai que l'échec crée des frictions, mais pour ce que je connais avec les entretiens que j'ai avec les uns et les autres, je crois que les gens seraient encore prêts à l'accompagner s'il sait maintenir les choses telles qu'elles doivent être maintenues. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que il doit pouvoir savoir qu'un pouvoir d'État, ce n'est pas un conseil de village, ce n'est pas une mairie. Donc, par conséquent, il doit continuer à travailler, à entretenir de bonnes relations avec ceux qui l'ont soutenu et à continuer à recruter de nouvelles forces. Ça veut dire que vous ne travaillerez pas avec lui, si on vous comprend bien. Vous continuez à travailler avec lui ou pas? Non, j'ai dit qu'il continue à entretenir de bonnes relations avec ceux qui l'ont soutenu. Et moi y compris. Vous y compris, d'accord. Moi y compris. Et qu'il recrute de nouvelles forces qui puissent venir et qu'on assure mieux l'organisation. Je vais vous dire, au cours des campagnes électorales, on a eu un siège de campagne à Gontigon. Mais il n'y avait aucun interlocuteur que vous pouviez voir qui puisse vous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Quand vous avez un problème, vous ne trouvez personne qui puisse vous dire voilà comment il faut faire. Un problème d'organisation. Alors, donc il y avait vraiment un problème d'organisation. Ce n'est pas autre chose. On a échoué, ou le président Germain Diavon a échoué simplement parce que c'était mal organisé. Oui, mais vous refusez qu'il crée un parti. Est-ce qu'un parti, ça ne règle pas ce problème d'organisation quand même? Non, pourquoi le parti du tout. Oui. Ok. Lorsqu'il va créer un parti, il va falloir diriger le parti. Il va avoir des instances de direction du parti. Tout le monde ne se trouverait pas à travers le parti. Tout le monde ne se trouverait pas à travers le parti. Et par conséquent, c'est là où des gens ceux qui sont avec lui maintenant vont même commencer par le quitter. Donc au lieu que cela grossisse, ça va se dégrossir. Moi, je ne crois pas que la solution passe
par la création du parti. De toute façon, on se retrouvera après 2021, on fera peut-être le point. Oui, mais avant 2021, si vous permettez, Wilfried, avant 2021, il a les législatives de 2019. Et ça également, pour quelqu'un qui ambitionne passer en 2021, c'est un passage aussi. Non. Il fait quoi alors Non. Si, par exemple, il crée maintenant un parti, le parti va présenter des candidats aux élections législatives en 2019, aux élections communales en 2020. Et naturellement, quand vous présentez des candidats, vous allez contre d'autres personnes, contre les autres candidats. Vous allez faire la guerre aux autres. Donc, vous aurez certainement besoin en 2021 pour être élu président. Donc, par conséquent, moi, je crois que s'il crée, par exemple, un parti politique, il va aux élections et qu'il se retrouve peut-être avec 2 ou 3 députés, il fait quoi? C'est avec 2 ou 3 députés vraiment qui réussira en 2021 à se faire élire président de la République. Mais vous ne faites pas cas de l'équipe actuelle, l'équipe de la rupture, même si Talon ne veut pas se présenter, députés. Il va balayer la maison pour peut-être ambitionner, mettre quelqu'un à la tête dans la nouvelle maison. C'est possible. Ce n'est pas exclu. Et ce serait aussi légitime. Ce serait aussi légitime. Mais au regard de tout ce que vous dites, là, Michel Soubossi, est-ce que après l'échec du premier tour avec Sébastien Yavon, vous avez quand même un peu vous retrouver pour débriefer, pour interroger le parcours que vous avez effectué ensemble, pour essayer de voir qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué? Est-ce que vous avez fait cet exercice? Personnellement, je pensais que l'exercice allait être fait. Mais ce n'est pas encore fait. J'ose croire. J'attends que ça se passe. Clairement, vous dites que Sébastien Yavon ne vous a pas invité à faire l'exercice. Non, avec les partis politiques, ça n'a pas encore été fait. À ma connaissance, non. Et je suis quand même secrétaire général d'une alliance qui l'a soutenu. D'accord. Voilà. Donc cela se fera. Oui, je conseille vivement que cela se fasse et que l'on puisse tirer les leçons. Maintenant, je viens à la question aux questions de M. Ayadi. Oui, vous allez y aller très rapidement. Parce que nous n'avons qu'une minute encore pour boucler. Il a parlé du chaos de 2011. J'ai peut-être exagéré en disant que c'est un chaos propre. Mais le résultat qui était sorti en 2011 ne pouvait en être autrement. Je vais m'expliquer. Moi, je parle de ce que je connais. J'ai travaillé dans le Koufo pour le président Yaïboni en 2011. Et je connais le Koufo. Le PSD est membre de l'UN. Mais si je vous dis que véritablement, aucune action véritable en faveur du candidat Adrien Mbedi du côté du PSD dans le Koufo en 2011 ne s'était vu voir, qu'est-ce que vous allez dire? Donc c'est pour n'avait rien fait en faveur de pas rien fait, je ne saurais dire rien fait, mais donc, en réalité... Broda Mosso n'avait pas bougé dans le Koufo. De toutes les façons, les leaders qui ont suivi Adrien Mbedi à l'époque n'avaient véritablement pas travaillé pour que Adrien Mbedi soit élu président. Il faut dire les choses. Quand vous prenez par exemple Abomey, où le président Soglo amène Adrien Mbedi pour dire Mitunyave l'odia, Mifria, Minazea. Est-ce que c'est une façon de faire la campagne? Non. Par conséquent, en ce moment, les FCB ont pris le terrain. Nous, pour une première fois, on a eu 72 000 voix dans le Koufo. Pendant que Adrien Mbedi avait 92 000 voix. FCB avait 72 000 voix pour Yaïboni. Pendant que l'UN avait 92 000 voix. En temps normal, c'est pas comme ça se passe. Alors, par conséquent, si par ailleurs les choses se passent comme ça, je dis, ce chaos, pour moi, n'était pas un chaos autrement truqué. J'ai exagéré peut-être en disant, c'est un chaos propre. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question. Bien, maintenant, on va devoir arrêter là, malheureusement, Michel Soubossi, parce que le temps qui nous est imparti... Déjà oui, malheureusement, arrivé à son thème, 90 minutes est vite passé, figurez-vous. Il y a des questions. Malheureusement, on ne pourra pas y répondre, ce sera pour une autre fois. Et mesdames, messieurs, on se quitte donc sur ces réponses de Michel Soubossi. Merci d'être venu éclairer de votre opinion les sujets qui font l'actualité. Georges Ponou est aux manettes pour la réalisation de cette émission. Vigile Avancé nous a rejoint, vous l'avez constaté. Nous vous remercions de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce même programme. Le grand rendez-vous.